Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Onipo Podcast. Dans ce nouvel épisode, un rendez-vous spécial en multilangue et en multiculture aussi, de l'écoute sociale, et réputation, l'analyse des données et le décryptage. Ici, dans ce podcast, on donne la parole aux pratiqueurs et aux experts qui la utilisent. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir un invité spécial, Michel Aura, un spécialiste en écoute et en intelligence sociale chez Force March. Michel élabore des campagnes d'écoute sociale pour plusieurs clients fédéraux tels que ministère de Santé et de Services sociaux, où il a piloté des projets dans des domaines de la santé, de la défense et de les affaires publiques. Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue avec nous. Merci beaucoup pour m'accueillir cette journée-ci. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, Michel, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Oui, oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Michel. Je suis spécialiste dans le social listening avec Force Marsh. Je pense que ça fait déjà 5 ans et demi de faire de social listening ou l'écoute sociale. J'ai commencé avec une agence de santé dans l'industrie pharmaceutique, euh, dans une petite équipe de comment 4 personnes, et tout ça était comment de le côté de langue étrangère. Donc je me gérais dans les langues portugais, espagnol, pas beaucoup de français, mais parfois, euh, en train d'analyser des conversations, majeurement dans des termes oncologiques, d'oncologie, comme dans le topic de cancer du poumon, cancer du sein, D'accord. myélome. Je ne pouvais imaginer pas jamais que quand j'étais jeune, je pense que j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, sans penser que- quelque chose. Mais Mhm, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie des réseaux sociaux, je me suis rendu compte que, wow, like, eh, beaucoup d'industries et compagnies utilisent beaucoup de les réseaux sociaux pour comprendre mhm. et faire des messages vers son audience. Et donc, Ouais. c'est comment m'ouvrir les yeux beaucoup à le pouvoir de cette industrie. Oui. Super, c'est super intéressant. Michel, comme tu as mentionné, tu accompagnes les agences fédérales dans leur stratégie de prévention grâce à l'écoute sociale et l'intelligence sociale. Donc, comment ces derniers sont utilisés pour prévenir des maladies, par exemple des maladies chroniques ou bien des maladies infectieuses ou autres. Et concernant la social data, vous utilisez de la social data des différentes sources de plateformes. Quelles sont, selon vous, les plateformes les plus utilisées ou bien la social data la plus utilisée dans ce contexte de la santé? Et à l'inverse aussi, y a-t-il d'autres sources que vous aimeriez utiliser, mais vous ne l'exploitez pas encore? Et qu'est-ce qui vous empêche? Ah ouais, ouais. Donc, Mhm, je travaille avec un bureau de la prévention de maladies infectieuses. Donc, on fait de reportages journal, sémanal et mensuel. Donc, ça peut changer chaque jour, honnêtement. Et comme parfois des jours peut-être comme très quiantes, tranquilles, qu'il n'y a pas beaucoup de choses en train de commencer, en train de faire. Mais c'était un jour
et spécialement, il y a une femme, un artiste, une musicienne qui s'appelle Azealia Banks et elle est très populaire entre le communauté LGBTQ et elle, euh, elle écrit sur Twitter en chose de il y a une médication qui s'appelle PrEP. Je ne sais si vous connaissez ou si tu connais cette D'accord, médication. C'est pour la prévention contre le VIH. Um, d'accord. et elle a publié que le PrEP, c'est seulement 44% effectif contre le VIH. Et ben non, c'est pas vrai. Quand tu vois Mhm, dans l'étude qu'elle était en train de référencer, c'est pas vrai. Je pense que ça peut être seulement 44% effectif contre le VIH, seulement dépendant de combien vous prenez ces médications. Donc, c'est super important. Et j'ai vu cette post, en sentiment, j'ai écrit pour mon équipe que elle est super populaire entre le communauté LGBTQ qui utilise beaucoup de cette médication mhm. et peut-être simplement dangereux. Les réseaux sociaux sont très intéressants parce que on a la liberté de dire quelque chose que nous importe, mais euh, en même temps, ça arrive beaucoup de désinformation, misinformation. Donc, c'est super important de lire en premier lieu, lire les choses correctement, Mhm, euh, de prendre attention de ce mhm. que tu postes. Et bien, et c'est super intéressant que je toujours vois dans les data que beaucoup de personnes en train de publier quelque chose que, like, littéralement, théorie conspiratoire. C'est un espace super intéressant. D'accord, c'est très clair. En fait, tu m'as donné un fil conducteur vers une prochaine question concernant la désinformation, etc. Maintenant, un point important, celui de l'hybridation. Est-ce que vous arrivez à combiner les données issues du social listening ou bien de l'écoute sociale avec d'autres sources de données, CRM par exemple, ou bien des enquêtes de terrain, etc. Et justement, à quelle fréquence vous revoyez les différentes sources de données et les requêtes, par exemple? Est-ce que de point de vue ponctuel ou bien plutôt continu? C'est-à-dire, est-ce que vous revoyez, par exemple, les requêtes mensuellement, trimestriellement, ou c'est d'un point de vue continu? Mhm. Je pense que ça dépend de chaque projet D'accord? de que je travaille. Comment le client avec les maladies infectieuses. Euh, je pense que je vois les data tous les jours. Tous les jours. D'accord. Euh, Tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Parce que je fais beaucoup de différents types de reportages D'accord. pour mon client. En termes des autres sources de data, je pense que L'hybridation. je seulement utilise des data sociaux, Mhm. mais j'ai, je pense que j'ai définitivement travaillé avec des autres formes de data, comme comment ça s'appelle, des entretiens de groupe, par Mhm. exemple. Je pense que
quand je travaillais dans l'agence dans l'industrie pharmaceutique, je Mhm, pense qu'ils avaient comment un contrat ou en créance avec une compagnie pour obtenir de data de patientes. mhm. Donc, je pense que les data sociaux, c'est super bon parce que ils offrent beaucoup de insights, comme, je sais pas comment, Insight. Yeah, insights, yeah, c'est insight. même chose Mhm, en français, des insights qui sont pas structurés, qui sont mhm, comment des langages naturels, mais imagine que on a beaucoup de questions de research mhm, et beaucoup de temps, les data ne peuvent pas euh, répondre à toutes les questions de research. Donc, je pense mhm. que c'est super important de combiner plusieurs sources de data d'autres formes. D'accord. Pensons aux questions de research question. Justement, pour terminer cette partie, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que les données permettent d'identifier un parcours patient, par exemple, les étapes clés d'un patient, les points de douleur, Hmm. les attentes exprimées? Déjà, est-ce qu'il y a une demande pour traiter ce type de research question? Aussi, dans ce type de mission sensible, on sait bien que c'est hyper, l'information ici, c'est hyper critique et sensible. Quelle est la taille idéale, selon toi, que vous recommandez pour la taille d'une équipe que vous recommandiez pour piloter efficacement ce type de mission sensible dans le domaine de la santé publique? Hmm. Ouais, ouais. Je me souviens beaucoup de mon premier travail parce que je faisais avec mon équipe beaucoup de patient journey, c'est-à-dire. Euh, en premier lieu, je pense que ça dépendrait si le projet c'est en anglais ou des langues étrangères. Parce que D'accord. quand je travaillais dans le marché brésilien, par exemple, c'est, je pense que il y a plus en plus beaucoup de data en anglais que en des langues étrangères, spécialement dans des conversations en concernant des maladies, par exemple. D'accord. Euh, je pense que ça peut être aux causes que les États-Unis, on n'a pas le Universal Healthcare. OK. Que les santé, c'est pas payé par le gouvernement. Donc, il y a déjà beaucoup de défis parmi les Américains Mhm, qui, il y a beaucoup de problèmes avec l'accès à le traitement. Donc, mhm. ça déjà résulte qu'il une pléthore de conversations sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça n'existe pas beaucoup que dans d'autres pays comme le Brésil, par exemple. D'accord. Euh, le timeline, par exemple. Je, quand on travaille avec des langues étrangères, je Mhm, pense que si on fait un projet en anglais dans le marché américain, je pense qu'on ferait comme 3 mois d'écoute sociale. d'accord. Et dans le marché comme en Brésil, on ferait comme un an entier. Ah non, d'accord. Parce que avec seulement 3 mois de data au Brésil, c'est pas beaucoup. D'accord. Donc, C'est pas suffisant. exactement. Euh, mais à la fois, je pense que ça aide beaucoup parce que il y a beaucoup en plus une conversation que
peut offrir des insights intéressants. Je me souviens que je m'ai mentionné avant que les États-Unis n'ont pas le Universal Healthcare, le santé statale, mais au Brésil, oui. Mais D'accord. j'ai vu dans le research que il y avait beaucoup de patients qui étaient en train de néguer le traitement contre le cancer je pense que Mhm. c'était cancer du poumon, peut-être. D'accord. Mais j'ai pensé ça très, très intéressant parce que j'étais comme mais Brésil a le santé publique. Je vois pas parce que ces patients peut pas recevoir le traitement. Mais pour ça, j'ai commencé à rechercher et voir tous les data et appeler mes amis brésiliens. Et j'ai Mhm. vu dans les réseaux sociaux que beaucoup de temps, les patients qui sont seulement dans le santé, dans un système de santé publique, beaucoup de temps, ils sont négués dans le traitement de cancer du poumon, lo que c'est. Et, et ça a commencé de ouvrir une nouvelle entreprise de bureaux d'avocats qui aident avec les patients qui étaient négués le traitement. Donc ça, c'est important de augmenter le timeline parce que sans ça, j'imagine que je ne pouvais pas comment recevoir cette insight très très critical pour les clientes que D'accord. ces choses passent au Brésil et il faut se préparer contre ça. Ouais. Vous avez raison. Et parlons de la taille d'équipe, par exemple, dans un projet de social listening. Mhm. Est-ce que, par exemple, tu suggères avoir une petite taille d'équipe? Combien de personnes dans cette équipe de social listening? 5 personnes, 6 personnes ou bien autre? Comment vous gérez en fait cette répartition? Mhm. Ouf. Je pense que les équipes de social listening sont toujours petites. Je pense C'est pour que ça en fait je pense la question. Bah oui. ouais, Uh-huh. je pense que 5 personnes c'est le maximum, je pense. D'accord, d'accord. Et tu penses que c'est suffisant? Vous arrivez, comment vous faites, par exemple, en période de crise, bad buzz, etc. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou bien non? Il y a des contraintes, peut-être des contraintes budgétaires ou bien, oui, Suffisant au moment. Au moment. d'accord. Parce Uh-huh. que je sais pas qu'est-ce que tu penses, mais je, je suis toujours en train, chaque jour, de écouter que l'écoute sociale, c'est en train de augmenter beaucoup. Je me suis pris que il existe beaucoup d'entreprises et compagnies qui ils ne savent pas ou connaissent pas l'écoute sociale et en même temps, ils ne perçoivent le valeur de l'écoute sociale. Donc, au moment, c'est petite, Oh, oui. Uh-huh. mais je pense que ça peut augmenter beaucoup. Oui. Ah, et spécialement, like, je ne, dans tu vois, l'écoute sociale, je pense que c'est un petit en une industrie plus grande qui s'appelle relations publiques. Et c'est quoi les relations publiques? Le fait de gérer l'image en individuel, en compagnie, en organisation. Et on a déjà vu beaucoup de les dernières années que
ce que tu postes ou ce que tu publies dans les réseaux sociaux peut m'améliorer ou, ou Ruiné. oui, 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 Mhm. en un instant. Comment, Ouais. je peux pas être super politique, mais tu vois qu'est-ce qui passe dans les États-Unis ces derniers mois et, um, avec Elon Musk et déjà comment beaucoup des actes dans les réseaux sociaux contre Tesla et SpaceX, beaucoup. Et tu vois dans les marchés de bourse, c'est diminué beaucoup. Oui. Donc, c'est comique parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours écouté que c'est seulement des mots, like, it's only just words. Mais comme adulte, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, c'est more deep. Ouais, ouais. Et, vous avez raison. En fait, je reviens à ce fil politique par la suite. Je veux revenir encore une fois et aborder une dimension stratégique du social listening, celle de la désinformation en ligne que tu as mentionné tout à l'heure. Hmm. Donc, Michel, tu travailles avec des agences gouvernementales qui doivent gérer, comme tu as dit, des enjeux sensibles de santé publique. Comment vous arrivez à détecter en temps réel ces signaux de la manipulation d'informations en ligne? On parle de fake news, campagnes d'influence, etc. Quels sont les différents outils et méthodologies que vous utilisez pour détecter ce type de signaux et de phénomènes? Et j'en suis sûre que vous avez travaillé avec plusieurs outils d'écoute et de social listening. Selon toi, quels sont les critères les plus importants pour bien choisir, non pas un bon outil, mais l'outil le plus adéquat au projet? Mhm. Hmm, sans mentionner des noms, Ok. je, je pense que quand tu travailles beaucoup dans l'espace Mhm, de n'importe quoi, le projet, tu déjà vu beaucoup de personnages, personnalités, des organisations qui mettent beaucoup de désinformation. mhm. Donc, j'ai déjà ces noms-là. Euh, donc, quand j'écris dans un reportage, je toujours essayer de utiliser des langages neutraux, que mon ex, par exemple, utilise les fact-checkers. Je Mhm. sais comment en français, mais le fact-checker, je pense que c'est un tool très, très important euh, pour combattre les désinformations. Commencer de construire une base des médias et outlets de journalistes qui ont une réputation Mhm. bon de toujours dire les vérités. Et on a tous sommes des humains. Je pense que cette industrie, les communications, c'est en bataille pour les vérités, bien sûr. Donc, ça peut arriver à avoir des erreurs parfois. Mais D'accord. j'ai, j'ai lu hier un article de The Guardian, euh, un petit peu un conseil de combattre les misinformations, les désinformations, euh, investissement dans les journalismes locaux. Mhm. C'est une chose très importante pour combattre. Et je pense que aussi euh, les gouvernements et les démocraties ont beaucoup en devoir de combattre les désinformations. Je pense que c'est les Finlande Mhm. qui est en train avec les jeunes dans l'école, de enseigner des cours
comment combattre et identifier des informations et augmenter les littératies des médias. Donc, je pense que quand tu commences le plus jeune que tu peux, ça va aider beaucoup les démocraties. Ouais. D'accord, d'accord. Et concernant les outils d'écoute sociale, vous avez utilisé plusieurs. Comment vous faites le choix de choisir, par exemple, je vais choisir ce outil d'écoute sociale, this social listening tool for this project. You have like exact criteria, for example, des critères spéciaux pour choisir le bon outil ou bien comment vous faites? Hmm, je pense que Brandwatch toujours. Ok, Je sais pas. Je pense que c'est parce que ça fait comme 5 ans que j'utilise des Brandwatch. Donc, d'accord. j'ai beaucoup de confiance avec ce tool. Le interface de user interface, je pense que Mhm. c'est super facile d'utiliser. C'est clair. Euh, j'ai utilisé des autres marques comme le Meltwater, le Talkwalker, mais Brandwatch, il me semblait le plus simple, le plus, comment, D'accord. clean, ouais. D'accord, c'est intéressant. On sait très bien, en tant que pratiqueur, on a l'opportunité et l'occasion de tester plusieurs plateformes, different tools, and we have this opportunity to choose the not the right tool, the right tool, but l'outil adéquat pour le projet. Ouais. Et avec Brandwatch, ils sont en train de ajouter des autres sources. Comme Mhm. on a commencé d'utiliser des dates de Facebook, d'Instagram, Blue Sky, je pense TikTok, qu'il vient de ajouter. TikTok d'accord. aussi, Mhm. c'est comment tout, ouais. Super, c'est intéressant. Donc, voilà, il y a certains indicateurs classiques, comme par exemple le volume de mentions, engagement, like, share, peuvent être Exactement. parfois trompeurs. Euh, donc, selon toi, quels sont les indicateurs les plus fiables pour mesurer l'influence d'un sujet ou bien d'un acteur? Et selon ton expérience, est-ce que tu as par exemple un insight issu du social listening, que tu as détecté du social listening, qui t'a permis, par exemple, d'anticiper une crise ou bien reformuler une recommandation stratégique? Hmm. Je suis d'accord avec toi. Le taille de impact, on peut utiliser parfois, mais autrefois, c'est comment pas à utiliser. Um, je pense que j'ai utilisé beaucoup de reposts, engagement et spécialement les replies parce que, ou les réponses. Parce que les réponses, on doit reconnaître que s'il y a un post qui reçoit beaucoup de replies, ça veut dire qu'il y a une chose, qu'est-ce qui a écrit ces personnes qui touchent dans le corps, impactful. Donc, je Mhm. pense que le reply, j'utilise beaucoup. Um, l'impact, je pense que l'impact, ça dépend parce que um, quand tu vois le volume de conversation, peut-être un post viral qui est en train d'être reposté par beaucoup de gens, mais euh, après sa journée-là, ça disparaît. Donc, je vois beaucoup le reply et les reposts. D'accord. Et tu as un exemple d'un insight que tu as euh,
issu du social listening et ça t'a permis d'anticiper une crise, par exemple dans le domaine de la santé, ou Ouais, bien reformuler une certaine recommandation. Est-ce que, do you have an example you can share ouais, with us? je... By the way, you can combine between French and French English, English, okay. so yeah. Je... il y avait un... Je sais si tu connais, c'est un femme de congrès ici, Marjorie Taylor Greene. Okay, Um, et je travaille dans un projet sur des moustiques, des maladies infectieuses. Et elle a écrit dans les réseaux sociaux que le vaccin de COVID ne protège pas de la maladie de, comment ça s'appelle? Le virus de West Nile. okay, Et, et elle a reçu beaucoup de reposts, de replies. comment? Et c'était intéressant parce que le West Nile virus, c'est pas un sujet trop parlé dans les réseaux sociaux. Donc, je vois en spike super fort avec elle. Et instantanément, j'ai écrit pour mon équipe que ces choses-là, c'est en train d'être diminué dans les réseaux sociaux. Donc, à mais obviamente, le vaccin contre la COVID-19 protège pas contre une maladie des moustiques. Donc, ces choses comme ça, comment beaucoup de posts sur le virus West Nile Mhm, reçoit pas beaucoup de reposts, de replies, mais ce post-là de Marjorie Taylor Greene en personne qui est super visible dans l'espace public et elle a beaucoup de followers dans les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est comment instantanément, peut impacter beaucoup la conversation. Et après ça, il y avait beaucoup, non, pas beaucoup, mais plus que jamais, um, des posts concernant le virus West Nile en train de penser que, ah oui, le COVID, le vaccin le vaccin. COVID-19 protège pas contre le virus West Nile. Donc, obviamente, c'est pas les mêmes choses. Donc, c'est un exemple comme ça. Oui, c'est intéressant comme exemple. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Donc, sur un aspect plus technique, par exemple, est-ce qu'une crise ou bien un bad buzz sur X, par exemple, se gère de la même façon qu'une crise sur LinkedIn? Ou bien, est-ce que vous arrivez à Mm. adapter vos stratégies d'écoute selon la plateforme ou bien c'est standardisé? Exactement. Toutefois, est-ce que le X, comment on appelle maintenant, le X est complètement différent vers deux, trois ans avant. Comment, Oui, après l'achat. tu vois, Ouais. euh, c'est comment plus en plus d'informations, de racisme, bigoterie, homophobie, xénophobie, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, il y a beaucoup des entreprises, compagnies et individuelles qui, est sortis de la plateforme à cause de ça. Mais avec LinkedIn, LinkedIn, c'est un réseau social super professionnel. Parfois, je vois des discours politicaux dans LinkedIn, mais est jamais devenu comme un combat là. C'est Ok. toujours professionnel, toujours poli. Donc, je pense que avec le germain de LinkedIn,
je pense que je me dois pas être préoccupé avec LinkedIn que X. Parce que X, les choses on peut changer dans un instant, mais LinkedIn, euh, sur X, on peut partager beaucoup de temps des memes, des choses comiques, des choses avec le culture populaire. Mais LinkedIn, je pense que c'est plus en plus beaucoup de partager des research, de Ok. construire des relations professionnelles avec des autres. Donc, vraiment, c'est des plateformes super différentes à eux-mêmes. Et c'est différent aussi en termes de gestion de crise. Une stratégie d'écoute sociale sur X, ce n'est pas la même d'une stratégie d'écoute sociale sur LinkedIn. Donc, vous faites la Exactement. différence. Ok, Exactement, ouais. c'est très clair en fait que ce soit la différence est présente, que ce soit en termes de Internet users, la manière dont dont ces derniers interagissent dans les différentes plateformes. C'est pour ça le point de standardisation n'est pas très recommandé, surtout lorsqu'on parle d'une gestion de crise. Donc, passons à un sujet que vous avez mentionné tout à l'heure, celui de l'opinion publique, la politique, etc. Donc, un autre terrain d'application passionnant, celui de lobbying. En fait, c'est un terme qui fait peur, je peux Hmm. le dire, euh, sauf aux personnes qui le font en tout cas. Donc, de la compréhension de l'opinion publique, notamment sur des sujets sensibles comme la défense, la politique publique, dont l'intelligence sociale et l'écoute sociale sont actuellement une nécessité et non pas un luxe. Donc, Michel, vous suivez l'actualité politique, la politique publique, les débats, les textes, les amendements, tout ce qui se passe dans la presse en ligne et aussi derrière les réseaux sociaux, comme tu as mentionné. Donc, on sait que ce sont des sujets sensibles. Il y a besoin de faire des récaps, aller jusqu'à faire, par exemple, au quotidien des daily alerts et voilà, poser les questions, quels sont les topics et les sujets qui sont mentionnés, what's happening, etc. Donc, selon toi, quelles sont les plateformes qui s'avèrent les plus importantes et les plus pertinentes pour analyser ces types de conversations, tout ce qui est opinion publique et politique? Je pense par exemple de point de vue géographique ici en Afrique du Nord, au Maroc, c'est plus pardon, c'est plus la presse en ligne et aussi Facebook, YouTube aussi, mais c'est Hmm. plus la presse en ligne et Facebook. Euh, Passant à l'Afrique centrale, Afrique du Sud, c'est Twitter, c'est plus Twitter. Et je pense que ça sera différent, par exemple, de l'Europe, les États-Unis, etc. Donc, oui, selon toi, quelles sont les plateformes qui s'avèrent importantes pour analyser ces types de conversations Hmm. et en quoi l'intelligence sociale en général, elle permet d'analyser ces dynamiques complexes de la politique? Ouais. X toujours. X toujours. C'est Ok, une plateforme super important. Euh, Facebook, je pense un petit peu. Instagram, bien sûr. Instagram, d'accord. le gens ici utilisent beaucoup. Reddit aussi. Euh, Oui, Maroc bien, utilise pas beaucoup de Reddit, non? exactement. Yeah. Ah, ok. Ah, j'adore Reddit, j'adore. Ah, Reddit, Bah oui, c'est sans filtre. ouais, ouais, c'est littéralement sans filtre. Um, Mhm. Reddit est devenu une source super importante pour le gérance de l'écoute sociale. Um, Est-ce qu'il y a beaucoup de subreddits sur de n'importe quoi topic d'importance ou d'intérêt à les gens? Um, le presse aussi, le presse en ligne. Blue Sky, je pense que c'est est devenu plus en plus utilisé parmi les gens, mais X
a beaucoup en espace super grand dans les Mhm. réseaux sociaux. LinkedIn, pas beaucoup. Comment j'ai déjà dit, LinkedIn, c'est seulement dans un espace professionnel. Ouais. Mais avec toutes les choses qui est en train de passer avec les restrictions de gouvernemental, je pense que il existe plus en plus de conversations sur LinkedIn, mais je pense que X, Instagram et Reddit sont les trois plus importantes sources de réseaux sociaux, oui. D'accord. Donc ces trois réseaux, ce sont les différentes plateformes qui prennent l'espace et qu'on trouve les conversations en ce qui concerne plus la politique publique, l'opinion publique, etc. Le Mhm. côté multilingue, Michel, tu as eu l'occasion de gérer des projets multilingues. Et quelles sont selon toi les bonnes pratiques pour adopter une analyse sémantique efficace lorsqu'on travaille dans un projet multilingue, ou bien on doit gérer des conversations en différentes langues. Est-ce qu'on a besoin des analystes locaux pour comprendre ce qui est derrière, derrière les expressions et ce qui est entre les lignes, between lines, ou bien comment ça se gère? Mhm. Je pense que en premier lieu, on doit pratiquer les langues dehors du travail. Comment tu déjà sais que parler des autres langues, c'est comme une compétence qu'on peut perdre dans un instant. Like, donc, mais aussi, le langage change tous les jours. Donc, par exemple, il y a beaucoup de mèmes ou de moments de culture pop, de culturel populaire Mhm, qui passent de les réseaux sociaux, comme en TikTok, par exemple. Donc, je pense que maintenir avec l'actualité de comment les gens se parlent entre eux-mêmes et qu'est-ce qui sont les mots qu'ils utilisent pour référer à certains sujets pour maintenir les plus comment up-to-date. Parce que quand tu écris en query, euh, tu déjà sais qu'un query dans l'anglais, c'est pas, va pas être la même chose en espagnol, portugais ou français. Il va exister toujours des différences linguistiques. Donc, toujours maintenir à comment up-to-date avec les actualités de comment les gens parlent avec eux-mêmes. Euh, et je pense aussi maintenir avec les actualités donc de chaque région qui tu gérais. Je pratiquais mes langues avec écoute en écoutant de podcasts d'actualité. Je sais pas si tu connais Une semaine dans le monde de mhm. France Ouais, 24, comme ça. ouais, c'est très connu. Ouais, ouais. Une semaine dans le monde, France 24, Folie de São Paulo du Brésil. Um, et pour ça, um, tu vas avoir une connaissance. Comment, Updated. exactement, comment, quand tu analyses des data, euh, tu vas déjà être familiarisé avec le sujet. Ok. Comment, like, Mhm, qu'est-ce qu'il parle? J'ai déjà écouté sur ça dans les podcasts, donc, ouais, comme mhm. ça. C'est super intéressant. On est dans l'obligation d'être à l'écoute du marché en général, surtout lorsqu'on est dans des projets politiques. Il y a un impact
différents sur différents secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'opinion publique, etc. Donc, c'est un impact plus général. Donc, enfin, une question importante, en fait, surtout aux yeux des différentes parties prenantes de l'écoute sociale et de l'intelligence sociale. Quelles sont selon toi les différentes considérations éthiques à respecter dans l'analyse des données issues de l'open source? Il y a beaucoup de gens hors métier qui se posent la question, qui se posent souvent la question, euh, et on se retrouve, nous, en tant que pratiqueurs, face à ces questions avec des réponses techniques, pas techniques, ou bien c'est légal, pas légal. Mais voilà, pas loin de la Cambridge Analytica, mais en Mm. agrégeant des différents données pour faire de l'écoute précise, très pointue et voilà, très pointue sur un utilisateur. Euh, Peut-être qu'il ne sait même pas que ces outils de social listening existent. Donc, selon toi, quelles sont les précautions éthiques à mettre en tête en tant que pratiqueur ou bien un acteur dans cette industrie social listening et à garder en tête? Ouais, ouais. Je pense ne pas utiliser un ordinateur personnel pour analyser les datas sociales. Euh, Toujours utiliser un ordinateur de travail pour utiliser, pour analyser les data, parce que en première vue, on peut penser que c'est justement comme un tweet d'un dinguerie, c'est pas grave. Tu penses, tu dois mettre à toi-même dans les pieds de la personne qui tu penses que like et si c'était moi like je c'est à moi que être avec une colère comme ça. Donc, Mhm, toujours utilise des précautions euh, quand tu analyses les data. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de gouvernements des nations. Quand je travaille dans l'agence de pharmaceutique, euh, bien sûr que je travaille dans des marchés de l'Europe et au Brésil aussi. Et l'Europe a son propre législation je sais pas les abréviations en français, mais GDPR, ok. GDPR, c'est comme des législations de protection avec les data personnelles Mhm, des citoyens qui sont entre l'Union européenne. Et mhm, Brésil a aussi une législation super semblant aussi à ça. Et Californie, je pense que c'est le seul État dans les États-Unis qui a le propre législation avec l'éthique des data. Donc, mhm, je pense que aussi nous sommes dans une étape que il y a plus en plus de législation qui est en train de construire des éthiques et des pratiques avec pour la protection des data des personnes. Mais je pense que chaque équipe d'écoute sociale doit être développée en standard operating procedure pour protéger les data. Donc, toujours à utiliser un ordinateur non personnel, à être à prendre des questions beaucoup quand tu analyses les data. Ouais. C'est intéressant. Donc, finir cette section, j'aimerais, avant de clôturer, avec une note stratégique quand l'écoute sociale nourrit le soft power. Donc, comment les États ou leurs partenaires, par exemple,
peuvent utiliser les différentes données issues du réseau social, des données sociales, pour, par exemple, comme tu as dit, façonner leur image, leur réputation, ou bien défendre une cause à l'international de diplomatie publique ou d'influence douce. Est-ce que tu as des exemples dans un cadre international et que tu peux tu peux partager avec nous? Mhm. Ouais, honnêtement, l'écoute sociale, je pense que c'est un clé super important pour la démocratie. Donc, au premier vue, c'est comme, ah, mais je suis seulement en train de écrire en dinguerie sur Twitter, blablabla. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent sur des sujets super sensitifs et super pouvoir des topics n'importe quoi dans les États-Unis. Um, le Black Lives Matter, par exemple, le mouvement contre le racisme ici aux États-Unis et du monde aussi, il y avait beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux. Et après ça, je pense beaucoup de gouvernements dans les réseaux sociaux ont vu ça Mhm, et ont commencé à changer de politique à de discrimination, de racisme comme ça aux États-Unis. Maintenant, c'est un sujet petit peu compliqué, mais je me souviens super clair que ce moment-là, les réseaux sociaux, c'était comment tellement plein de conversations sur ça, comment le Blackout Day, si tu te souviens. mhm. Euh, donc ça, je pense que et aussi ça, euh, quand quand tu commences de gérer ou de faire politique en répondant de les choses qui disent les gens sur les réseaux sociaux, euh, ça commençait à construire des confiances entre les gens. Et les gens, quand tu écris quelque chose sur l'internet et il n'y a personne qui, Qui répond? qui écrit ça, et les gens commencent à sentir colère. Comment, ah, je suis pas en train d'être écouté par mon gouvernement. Ouais. Et maintenant, il y a beaucoup de gens du Parti démocratique qui, ah, maintenant, je pense que les deux partis sont en train d'être critiqués par les gens, mais je vois beaucoup de politiciens du Parti démocratique, par exemple, qui sont en train de augmenter son présence du réseau social et même en écrivant comment les langages de Gen Z, comment Yeah. le slang. Mhm. Donc, mais je pense que ça représente que oui, ils sont en train de vraiment écouter à nous-mêmes et, et exactement ça, construire les confiances et comme ça, quand tu commençais à créer les choses sur les réseaux sociaux, on peut commencer des discussions de autres choses plus importantes, comme des autres sujets politiques, comme la santé, le logement, le, l'inflation, comme ça. Ouais. Et ouais. Oui, c'est intéressant. On sait très bien que l'écoute sociale, c'est une nécessité actuellement, surtout pour le domaine de la politique publique, etc. Ce n'est plus un luxe. Donc, Michel, merci infiniment pour tous ces insights. On a abordé beaucoup de sujets, de l'intelligence sociale, au service de la santé publique, vers le soft power et d'un côté aussi global. En fait, un dernier mot, Michel, avant de conclure. Est-ce que do you have a last word? Ah, merci beaucoup autrefois pour m'inviter à m'accueillir. Avec Je sais plaisir. pas, c'est très intéressant.
jamais imaginerais pas de parler, spécialement en français, de cette industrie-là, mais c'était Mhm, super fun et super divers, mais mhm. c'est cool. Ben, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange très riche. Comme on a dit, on a abordé beaucoup de sujets, de l'intelligence sociale au service de la santé publique, des informations, soft power, et surtout la puissance du social listening dans la prise de décisions stratégiques. Je suis très certaine et sûre que nos auditeurs repartiront avec des insights concrets. Merci encore une fois, Michel, pour ces clarifications, ces informations et surtout ton effort pour partager avec tous ces insights en français. Merci beaucoup, c'est très apprécié et pour ta générosité aussi. Merci à vous, notre audience, d'avoir écouté cet épisode de Nipot. Si vous avez aimez cette conversation, n'hésitez pas de vous abonner sur les différentes plateformes réseaux sociaux de Unibot. N'hésitez pas aussi de nous écouter sur YouTube, YouTube Music et aussi sur Spotify. Laissez un commentaire et surtout de partager l'épisode avec vos proches ou bien autour de vous. C'est tout pour Unibot. Merci encore une fois. Michel, merci à notre auditeur Merci et à beaucoup. très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. C'est